Chers ministres, chers ambassadeurs, chers collègues, je me réjouis d'être parmi vous cet après-midi parce que cet événement m'apporte un moment positif et constructif, très bienvenu dans mon travail quotidien qui malheureusement est marqué en ce moment par la gestion de crises et d'autres urgences rarement positives. Mais travailler en partenariat avec d'autres renforce l'efficacité de notre politique étrangère et de sécurité. Si cela vaut évidemment en premier lieu pour les acteurs les plus importants du globe, cela s'applique également pour nos relations avec les États de petite dimension. Au cours des négociations que nous lançons aujourd'hui, nous devrons faire face au défi évident de concilier la nécessité de sauvegarder l'homogénéité du marché intérieur avec les spécificités de chacun de vos pays. Je tiens à souligner qu'il est dans notre ferme intention de prendre pleinement en compte vos situations et identités spécifiques, tout en préservant notre objectif ultime de construire ensemble, de partager les mêmes valeurs, d'être unis, mais dans la diversité. La diversité est en fait notre plus grande richesse. C'est elle qui nous fait progresser, qui nous donne la force de relever les défis d'un contexte global en constante évolution. Ici et maintenant, nous construisons ensemble. Nous disposons déjà de bonnes fondations pour cette construction, d'excellentes relations entre l'Union européenne et vos États, des valeurs communes, une série d'accords existants. Le lancement des négociations sur les accords d'association marque le coup d'envoi d'une nouvelle étape dans nos relations. L'intégration dans le marché intérieur. Cette nouvelle étape s'inscrit dans un processus qui a commencé avec la notion de relations extensives mais fragmentées, utilisée dans les conclusions du Conseil de décembre 2010. Il s'est poursuivi avec notre rapport initial de 2011 et la communication de 2012. Aujourd'hui, nous sommes enfin en mesure d'entamer les négociations préparées depuis tout ce temps. Cet accès, c'est-à-dire la participation aux 4 libertés fondamentales, entraînera des énormes opportunités tant pour vous que pour l'Union européenne et contribuera très certainement à la croissance dans vos régions respectives. La levée des obstacles, surtout à la libre circulation des personnes et des capitaux, bénéficiera aux entreprises et citoyens, qu'ils soient établis dans vos pays ou dans l'Union européenne. Il vous deviendra plus facile de vous établir dans un pays de l'Union européenne pour travailler, étudier, démarrer une activité commerciale ou investir. Et cela vaudra réciproquement pour nos citoyens et entreprises. Il va de soi que pendant les négociations, l'accent sera mis principalement sur l'impact économique de votre participation aux 4 libertés fondamentales. Néanmoins, je compte aussi sur vous pour travailler ensemble, encore plus étroitement, aux Nations Unies, au Conseil de l'Europe, afin de promouvoir la démocratie et les droits de l'homme dans notre région et dans le monde. Je souhaite que les négociations se déroulent dans une atmosphère positive et constructive, j'en suis certaine, et que les priorités et les préoccupations de chaque partenaire soient entendues et respectées. Mes meilleurs vœux de réussite et merci beaucoup pour cette journée. Je prie Son Excellence Monsieur Gilbert Saboya, ministre des Affaires étrangères de la Principauté d'Andorre, de prendre la parole. Madame la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Madame Mogherini, Monsieur le conseiller du gouvernement pour les relations extérieures et la coopération de Monaco, cher Gilles, Monsieur le secrétaire d'État aux affaires étrangères de la République de Saint-Marin, Carlo Pasquale, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir que la Principauté d'Andorre a répondu à votre invitation. Et nous nous trouvons aujourd'hui en votre compagnie afin d'entamer le processus de négociation d'un futur accord d'association avec l'Union européenne. En 1989, l'Andorre négocie pour la première fois avec l'Union européenne un accord d'union douanière qui régit dès lors ses relations commerciales et a contribué au développement de notre économie. Depuis, l'Andorre et l'Union européenne ont renforcé leurs liens en adoptant en 2004 l'accord de coopération
et l'accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne. Cette collaboration mutuelle a été élargie plus récemment avec l'entrée en vigueur en 2012 de l'accord monétaire. Le processus d'adoption de l'acquis de l'Union dans ce domaine se déroule dans les délais prévus et sans incident majeur. Ce processus suppose, c'est vrai, de grands efforts humains, financiers, structurels de la part de l'Andorre, mais il démontre aussi en échange notre capacité et notre compromis à faire face à nos engagements. Nous avons géré ces derniers 4 ans la crise la plus profonde de notre histoire contemporaine. Cette crise a supposé un grand défi pour l'Andorre, étant donné que nous avons cumulé aux côtés conjoncturels, avec des économies voisines fortement frappées par la crise, un volet structurel qui nous était propre. La crise et l'accélération du rythme des changements qui mènent à une nouvelle réalité européenne mais aussi internationale s'imposent aussi à l'Andorre. Cela s'est mis clairement en évidence. Cette crise a révélé la nécessité d'affronter les réformes, longtemps évoquées d'ailleurs. Le déploiement de ces nouvelles réformes destinées au développement d'une économie plus ouverte, plus diversifiée, n'est pas évident en période de crise. Les discours protectionnistes de la peur face au changement émergent très vite. Mais l'heure n'est pas au repli, mais à l'ouverture. L'axe prioritaire de notre politique au cours de ces 4 dernières années a consisté à placer l'Andorre en situation de concurrence. Le rapprochement de l'Andorre à l'Union européenne fait partie intégrante de cette stratégie globale d'ouverture économique et d'homologation. Le programme de réforme interne a permis de mieux nous y préparer et d'anticiper le nouveau cadre de relations. De ce point de vue, la nécessité de moderniser notre législation économique et fiscale a concentré tous nos efforts. Tout d'abord, et comme preuve de la volonté politique d'ouverture, l'Andorre a adopté une loi libéralisant les investissements étrangers et octroyant tous les droits économiques aux personnes physiques étrangères dès l'obtention du permis de résidence. De plus, elle adopte et met en œuvre en 4 ans un cadre fiscal complet, avec impôt sur les sociétés, sur les activités économiques des personnes physiques, impôt sur les activités économiques des non-résidents fiscaux, toute la réforme de l'impôt général indirect du type TVA et finalement, en janvier, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ces réformes structurelles ont permis et doivent continuer à permettre de signer et de négocier avec les conventions bilatérales de non-double imposition, comme celles déjà signées avec la France, l'Espagne, le Luxembourg. Ces conventions sont essentielles à cette ouverture économique et elles sont essentielles au développement nécessaire du secteur des services, clé de la diversification de notre économie. Le gouvernement a également mis l'accent sur la nécessité de participer pleinement à l'évolution des standards en matière de transparence financière internationale. C'est dans cet esprit que l'Andorre s'est engagé auprès de l'OCDE pour introduire en temps utile toutes les bases légales nécessaires à l'application de la nouvelle norme qui permette un premier échange automatique d'informations fin 2018. C'est dans ce contexte d'ailleurs que l'Andorre négocie aujourd'hui avec l'Union européenne l'adoption de l'échange automatique d'informations en matière fiscale sur la base de ces standards OCDE. Ainsi, dans un système économique et financier mondial où la transparence est devenue une vraie règle d'or, la principauté ne peut concevoir qu'une seule et unique voie à suivre. Faire preuve de sérieux et de rigueur dans sa démarche et continuer à respecter ses engagements internationaux. Les récents événements que nous vivons ces jours-ci ne font que confirmer qu'il en est ainsi. L'Andorre ne peut pas vivre à l'écart de cette évolution, l'Andorre ne peut pas vivre en marge ni du marge. C'est dans la perspective d'un accès progressif au marché intérieur de l'Union européenne que ce programme de réforme trouve son plein sens. Le gouvernement andorran souhaite rapprocher davantage la principauté de l'Union européenne, de façon graduelle mais résolue, préservant le bon dosage de flexibilité et de globalité, qui permettent de répondre aux préoccupations de l'Andorre tout en satisfaisant celles de l'Union européenne. Dans ce sens, l'accord à négocier devrait permettre une intégration progressive et structurée de l'Andorre dans le marché intérieur, tout en préservant et respectant ses particularités, conformément à la déclaration relative à l'article 8 du traité de l'Union. Permettez-moi donc de nous féliciter du lancement de ces négociations, de remercier les États membres, le Service européen pour l'action extérieure et la Commission européenne de leur soutien et leur engagement dans cette entreprise, et plus particulièrement aussi, permettez-moi de saluer les représentants aujourd'hui ici présents. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Je prie Son Excellence, Monsieur Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération de la Principauté de Monaco, de nous adresser quelques paroles. Merci.
Madame la haute représentante, chers collègues, mesdames et messieurs, la principauté s'engage aujourd'hui concrètement dans des négociations internationales d'une très grande ampleur avec pour son partenaire principal dans tous les domaines de la vie économique, l'Union européenne. Je dois dès à présent rappeler 3 faits essentiels caractérisant la principauté de Monaco qui seront de première importance dans ce contexte. 1. La principauté est une cité-État de 2 km². 2. Elle est peuplée de 36 000 habitants, dont moins de 9 000 sont des nationaux monégasques. 3. Elle abrite plus de 51 000 emplois, dont plus de 90% sont occupés par des ressortissants européens. C'est l'Union européenne, de son propre chef, qui a pris l'initiative de cette future négociation dès 2007, comme le rappelait mon collègue, avec la signature du traité de Lisbonne, entré en vigueur il y a plus de 5 ans aujourd'hui, ainsi qu'avec l'importante déclaration numéro 3 qui était liée à cet article. Par cette déclaration, tous les États membres de l'Union européenne ont pris l'engagement, je cite, « L'Union prendra en compte la situation particulière des pays de petite dimension territoriale, entretenant avec elles des relations spécifiques de proximité. » C'est sur cette base, et après quelques années d'études préalables menées des deux côtés, que le Conseil européen a proposé d'engager des négociations avec Andorre, Monaco et Saint-Marin. C'est également sur cette base, en s'appuyant tout particulièrement sur la déclaration numéro 3 susvisée, que les 3 États en question ont accepté d'engager cette négociation. Sous l'autorité de Son Altesse Sérénissime, le Prince souverain, le gouvernement monégasque a entrepris des études avec pour objectif d'obtenir un accord équilibré qui permette à la fois d'asseoir les relations économiques mutuelles sur une base juridiquement solide, celle d'un cadre institutionnel qui permette de faire respecter les intérêts essentiels vitaux de la principauté et qui donne aux opérateurs économiques situés sur le territoire de la principauté la garantie juridique que les règles auxquelles ils seront soumis s'appliqueront intégralement et avec la même interprétation à leurs concurrents. Il s'agira donc de parvenir à négocier un accord de droit international entre 2 parties, l'Union européenne et Monaco. Cet accord éventuel doit, au sens de Monaco, être distinct de ceux passés avec Andorre et Saint-Marin, mais comporter, le cas échéant, un tronc commun, ou bien alors être totalement distinct des 2 autres. L'important est de parvenir à l'équilibre souhaitable à l'issue du processus de négociation, afin d'obtenir une participation appropriée, la plus large possible, au marché intérieur, sans que celle-ci soit au demeurant trop exhaustive, tout en l'assortissant des clauses d'adaptation, d'exclusion, de dérogation temporaire ou non, peut-être même de clauses d'urgence, pour défendre les spécificités monégasques avec les dimensions territoriales, démographiques et économiques que j'évoquais en liminaire. En conclusion, je souhaite citer une description qui justifie les adaptations aux règles européennes qui pourraient avoir été rédigées pour Monaco. Je cite: « Les mesures dérogatoires se justifient par la surface habitable très faible, le pourcentage de ressortissants étrangers qui y habitent ou qui y travaillent qui est particulièrement élevé, ainsi que le caractère vital pour le pays concerné de préserver son identité nationale. » Il s'agit, d'aucuns d'entre vous l'auront reconnu, du Liechtenstein, qui est aujourd'hui membre de l'espace économique européen, ce qui nous laisse bon espoir également à Monaco de parvenir à un accord d'association équilibré. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Conseiller. Je demande maintenant à Son Excellence, Monsieur Pasquale Valentini, ministre des Affaires étrangères de la République de Saint-Marin, de prendre la parole. Mesdames et Messieurs, chers collègues, Votre Excellence Federica Mogherini, je voudrais commencer par vous remercier pour votre volonté de présider cette cérémonie qui marque l'ouverture officielle des négociations pour l'accord ou les accords d'association entre Saint-Marin, Andorre et Monaco avec l'Union européenne. Je tiens à adresser des remerciements particuliers à la détermination avec laquelle vous, la Commission,
et les présidences du Conseil qui se sont succédées au cours des 3 dernières années, en particulier la présidence italienne, vous vous êtes consacrés à la réalisation de cet important objectif. Pour Saint-Marin, je suis sûr que cela vaut également pour Andorre et Monaco. La possibilité d'un nouvel accord d'association avec l'UE représente une étape fondamentale d'importance historique dans le processus d'intégration européenne dans lequel notre pays s'est engagé depuis longtemps. Par cet accord, Saint-Marin veut témoigner de sa volonté et de l'espoir de ce processus puisse être considéré comme l'ouverture de nouvelles opportunités de participation et collaboration pour relier les besoins de la communauté européenne et les particularités des 3 petits États. Saint-Marin vit actuellement une phase d'attente chargée d'espoir et on prend de plus en plus conscience que le nouvel accord aura pour conséquence une transformation radicale qui impliquera tous les secteurs de la vie politique, sociale et économique. Je tiens à vous assurer que la Commission pourra compter sur l'entière coopération de Saint-Marin dans le but de parvenir à un accord satisfaisant entièrement à tous les parties concernées. Permettez-moi enfin d'exprimer le souhait, qui est pour moi une certitude, que le défi d'une plus grande intégration européenne pour les 3 petits États puisse représenter une contribution même à l'Union européenne, afin que l'Europe soit de plus en plus la communauté de civilité et de droits que nous tous désirons. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Au nom de Madame Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, je déclare clôturer la séance. Un verre de l'amitié vous sera servi tout de suite. Je demande maintenant à Madame Mogherini et aux 3 ministres de venir faire une photo de groupe devant les drapeaux, s'il vous plaît.